au fromage, on a parlé aussi du taux donc de fromage et du poisson, pardon. Là-bas, on a parlé du taux des matières grasses qu'on pourrait trouver donc, dans différents fromages. Donc, on a plusieurs sujets très intéressants que nous allons pouvoir apprendre aujourd'hui. Et donc, nous allons donner la parole à Monsieur Nathan qui va donc nous éclaircir. Bruchim Abaim. Bonsoir à tous, vous m'entendez bien? On vous entend. Ok, bon, désolé du fond d'écran, c'est mes enfants qui utilisent Zoom d'habitude, je ne maîtrise pas bien l'objet. Alors, enchanté et merci de m'avoir invité. Alors, je ne prétends pas être un grand expert, juste quelqu'un qui a un peu d'expérience du terrain. Euh, alors, il y a énormément de sous-biotes qui se mélangent et qui sont en jeu dans le domaine du fromage. Je vais faire attention de ne pas, intervenir sur le fond des sougiotes parce que, voilà, je ne sais pas où vous en êtes exactement, des sougiotes elles-mêmes et ensuite, ça demande temps et trop voilà, de plus de préparation que ce que j'ai pu en faire aussi. Donc je vais me cantonner à décrire un peu le monde de la fabrication du fromage et à mentionner les sujets que ça ouvre, qui sont en jeu, plus que rentrer dans les soubiotes elles-mêmes. Donc moi, je fais faire des fromages par des chomrim. Je travaille dans le vin et dans le fromage. Pour le fromage, je travaille avec Rav Wolf et pour le vin avec Rav Rothenberg. Euh, on fait du fromage depuis maintenant 1 an et demi. Alors, c'est des fromages un peu particuliers dans le sens où il y a deux grandes familles de fromages. Il y a ce qu'on appelle les fromages au lait cru et les fromages au lait pasteurisé. Moi, je fais que du fromage au lait cru et non pasteurisé. La différence au niveau qualité est énorme et aussi au niveau conservation du fromage, évolution du fromage. Je connais moins le monde industriel, qui est le monde des fromages qu'on trouve plus facilement dans les boutiques. Mais le principe sera un peu le même. Il y aura à la marge, il y aura des nafkaminotes, mais ça ne change pas sur le fond des soubiotes qui sont en jeu. Donc, moi, je veux vous décrire mon expérience personnelle, qui est donc des fromages, ce qu'on appelle en France les fromages fermiers au lait cru, donc des fromages qui sont faits non pas par des industriels, mais par des fermiers qui possèdent eux-mêmes leurs troupeaux, qui font la traite des vaches et élaborent leur fromage et font ce qu'on appelle l'affinage, donc stockent le fromage le temps qu'il mûrisse. Il faut savoir que donc dans l'industrie, ça fonctionne pas du tout comme ça. En général, le lait n'est pas produit chez le fermier. On récupère du lait chez différents producteurs qu'on rassemble. Et après, on élabore des fromages plus standardisés et donc en général pasteurisés. Donc, comment ça se passe sur le terrain? Donc d'abord, il y a un problème. Il y a toute la souga de la chimira du khalav, qui est une souga sur laquelle on ne va pas du tout rentrer. Il y a donc il y a plusieurs. Il faut savoir qu'il y a plusieurs problèmes qui se sont rencontrés. Il y a le problème de Khalav Akoum qui peut être un problème, qui est donc quand le troupeau appartient à un goy et qui ferait la traite des animaux sans présence d'un juif. Il y a marloquette dans les poskim, est-ce qu'on craint qu'il mélange avec du lait pas cachère ou bien ça n'a rien à voir, c'est juste une xéra, l'onarir. En attendant, donc quand se pose ce problème-là, il faut savoir qu'au-delà du problème du lait chameau, il y a un problème plus grave qui est en jeu. Et ce n'est pas parce qu'on fait du lait chameau, parce que par exemple on met des caméras de surveillance ou bien on met des chomrim qui surveillent le lait, qu'on n'a plus de problème sur le lait. Il y a d'autres problèmes plus graves en fait que du lait chameau. Les chats Kolposkim, c'est si on peut avoir des problèmes de tréfote. Si les vaches sont tréfotes, alors le lait pachout à saut est beaucoup plus grave que du lait non chameau. C'est très compliqué en fait comme problématique parce qu'en fait on a surtout sur des productions industrielles comme la production de l'immense majorité des fromages qu'on trouve dans le commerce, en fait on a peu de regard sur les vaches elles-mêmes
même si on envoie un chômeur, en fait, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et par exemple, dès qu'il y a une vache qui a accouché par césarienne, elle est tréfa. Donc, il y a un vrai problème or, c'est assez commun, hein, les vaches, la plupart dans les élevages industriels, on ne fait pas des accouchements naturels, on fait pour des raisons techniques, de santé, de rentabilité, on fait des accouchements donc par césarienne. Et donc, ça pose un vrai problème de tréfa sur le lait, sur la vache, donc le lait. Donc, c'est un vrai problème. L'avantage de travailler sur une petite production comme je le fais, c'est qu'en fait, on connaît le producteur connaît ses vaches, on maîtrise complètement les vaches et on sait exactement s'il y a des problèmes de tréfote dans le troupeau. À part ça, que de fait, les petits producteurs fermiers préfèrent faire des accouchements à l'ancienne, donc en général ne font pas intervenir de césarienne, sauf problème, mais c'est beaucoup plus rare. Ça, c'est pour ce qui est la traite du lait. Ensuite, une fois qu'on a récupéré ce lait, il va y avoir l'étape cruciale de la fabrication du fromage, à proprement parler. Alors là, il faut savoir qu'il y a deux étapes. Il y en a une qui est plus connue, qui est ce qu'on appelle l'emprésurage. Donc, c'est de mettre dedans un mahamide qui va faire durcir, qui va séparer ce qu'on appelle le petit lait, le lactosérum, qui va donc contenir principalement de l'eau avec pas mal de protéines qui sont très utilisées dans l'industrie. Et toute la matière qui va sécher, qui va durcir, qui va permettre de faire du fromage, qui est une beaucoup plus petite quantité que le lait. Il faut savoir qu'avec 1000 litres de lait, on fait 100 kilos de fromage. Donc, cet emprésurage, donc l'usage de présure, c'est une tradition très, très vieille. Déjà, dans la Mishnah, dans la Gemara, on emprésurait, on a des traces de fromage, de lait caillé, quoi, emprésuré, qui ont plus de 3 ou 4 000 ans en Asie centrale. Donc, c'est une très vieille technique. Comment on a repéré ça? En fait, tout simplement, on s'est rendu compte qu'en abattant des veaux, dans l'estomac du veau, le lait avait caillé. Et je ne sais pas pourquoi et par quelle bizarrerie de l'être humain, ils sont allés goûter ça et ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était bon. Au-delà de ça, ils se sont rendus compte qu'en fait, une fois caillé, une fois séché le fromage, ça se conservait beaucoup mieux que du lait. Donc, ça permettait d'avoir des matières protéinées comme le fromage qui allaient pouvoir se conserver plusieurs mois, parfois vraiment plus, presque un an. Alors que pour du lait, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, ça permettait, avec un travail de production, d'avoir de quoi manger des protéines pendant tout l'hiver, par exemple. Donc, c'était très important pour les bergers, etc. En tout cas, donc, ce qu'on voit dans la Gemara, déjà, c'est une sougia en soi, vous verrez ça au collège, je pense, plus tard, c'est on sait être Mahamid, le chalaf, pour en faire de la gvina. Il y a deux techniques qui sont envisagées dans la Gemara, c'est ce qu'on appelle, vous verrez ça, ça s'appelle Berkeva Atzma et Or Akeva. Je ne rentre pas dans les détails de comment c'est fait. En tout cas, peu importe, la Gemara, il y a la Mishnah qui dit que donc il y a un issour de manger une gvina takoum, que c'est une takana, comme d'autres, c'est une xéra, comme d'autres xérotes mentionnées là-bas dans Avodah Zarah. Et donc, si jamais c'est un goy qui a emprésuré le lait pour en faire du fromage, il est assourd. Rien à voir avec enfin, la Gemara est très complexe, vous la verrez, j'imagine. La Gemara est très compliquée sur les causes de cette xéra-là. Qu'est-ce qu'on risque exactement? Quel est le problème? Alors, en gros, les maskanat Gemara pour les poskim, en général, on retient que ce n'est pas un problème de cache-route. D'accord? Ce n'est pas qu'on suppose qu'il y a du lait pas cachère ou bien que ce qui va emprésurer soit problématique. Ce n'est pas ça le problème. Quel est le problème? En fait, c'est une souga, on n'en parle pas maintenant. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est donc pour la Gemara, et c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui l'emprésurage, on prend un enzyme qui va donc séparer le petit lait du fromage et qui va permettre d'être mahamid, donc faire durcir ce fromage. Ici, on rencontre encore deux sougiotes. Il y a débat dans l'agma et dans les poskim sur ce qu'on appelle le lactosérum. Est-ce que c'est nasyoubé des chalba ou est-ce que c'est mechalav? C'est compliqué, je ne rentre pas là-dedans. En tout cas, ce qu'on va utiliser dans le lait, ce qu'on va mettre dans le lait pour faire l'emprésurage, donc ce mahamide-là, il y a aujourd'hui deux techniques qui sont utilisées. Soit on va utiliser les techniques standards en fait, qui sont utilisées depuis qu'on fait du fromage cachère à grande échelle, donc depuis quelques dizaines d'années. On va utiliser de la présure chimique,
qui est peu qualitative, mais qui coûte pas grand-chose et qui pose pas de problème, puisque pas de problème de cache-route. C'est des grosses usines qui font ça, qui sont surveillées. Il y a aucun problème de cache-route là-dessus. Il faut savoir qu'en France, on avait très peu de fromage, ou pas du tout, en fait, de fromage AOP jusqu'à il y a 2 ans. Pourquoi? Parce qu'en France, tous les fromages AOP, donc d'appellation d'origine contrôlée, qui ont des cahiers des charges extrêmement serrés, qui sont fabriqués en France, imposent dans leur cahier des charges l'usage traditionnel de la présure. C'est quoi c'est quoi la présure traditionnelle? C'est ce dont parle la Gemara. C'est donc cette sécrétion enzymatique ce qu'on appelle la caillette. C'est le quatrième estomac du veau. Les vaches ont 4 estomacs. La feuille, non, j'y arriverai plus. Bref, un des 4 estomacs, c'est la caillette, qui est utilisée que chez le veau quand il est encore allaité, donc quand il se nourrit principalement du lait qui tète de sa mère. Et donc, qui travaille ce lait pour en faire un aliment qui peut digérer. Et donc, cette sécrétion-là de la paroi stomacale, de la caillette, c'est ce qu'on appelle, ça a donné son nom à la caillette, donc c'est ce qu'on appelle, c'est le nom du Mahamid original. Alors, donc, le problème, c'est qu'il faut si on fait du fromage avec de la présure chimique, on n'a pas de problème. Si on utilise la caillette, c'est-à-dire de la sécrétion stomacale du veau, on a tout de suite plusieurs problèmes. D'abord, on a un problème, c'est qu'il faut que, évidemment, cette présure-là soit d'une bête kshera. Kshera, ça veut dire qui est une shrita. D'accord? Parce que, alors, il y a des techniques aujourd'hui, mais très, très peu utilisées, qui essayent d'extraire ces sécrétions, cette présure animale, directement quand la bête est encore vivante, par un tuyau, bref, peu ragoûtant. Mais c'est très peu utilisé. Donc, en général, on abat les bêtes, on récupère ces estomacs-là, on en fait une cuisson qui va permettre d'extraire cette sécrétion-là. Donc, on voit tout de suite qu'il y a 2 problèmes qui apparaissent. Donc, rapidement, il faut évidemment que les bêtes ne soient pas très fortes, donc il faut qu'elles soient shroutées. Donc, extrêmement compliqué à réaliser, et que les veaux soient très jeunes. Il faut qu'ils aient moins de 3 mois. En général, ce qu'on appelle du veau qui est vendu en boucherie, c'est du veau qui a au moins 9 mois, donc qui n'est plus du tout allaité. Donc, c'est des veaux qui ne sont pas tellement sur le marché du kasher, qui répondent peu aux critères de rentabilité. Mais qui toujours jusqu'à 2 ans, c'était impossible. Ça n'existait pas de la présure animale kasher. Depuis 2 ans, le hockey pour le marché américain a fait de la présure animale cachère en Italie pour faire du parmigiano en Italie et du grana padano. Donc, ils ont fait de la présure animale cachère. Étonnant. Mais c'est comme ça. En fait, ils reprennent ce que la Gemara anticipait. Donc, on peut faire de la présure animale du moment que la bête est shroutée. Maintenant vient évidemment une autre question, mais attendez, mais c'est Bassar Bechalav. Alors, en fait, bonne question, sauf que non. Pourquoi? C'est une super soubia. Je vous invite tous à la faire, mais pour dire, moi, je vais racheter Prakim. En fait, la soubia, c'est lié à Mahamid. Ce qu'on appelle Mahamid, c'est donc s'il y a un issour qui est en petite quantité, infinitésimale, moins que Shishim, par exemple, normalement, c'est Batel. Si ce issour-là, il est Mahamid, notre produit, alors même qu'il est en toute petite quantité, on ne pourra pas le considérer comme négligeable. Pourquoi? Parce qu'en gros, je vais très vite, notre produit fini, à savoir notre fromage, il n'est fromage que grâce à cette petite présure. Donc, le fait de trouver face à nous du fromage, ça nous montre, ça nous impose la présence de ce Mahamid-là. Donc, même s'il est en petite quantité, il ne sera pas Batel. Mais, précision d'importance, c'est que sur quoi on dit ça? Sur un Issour. Si un Issour, il est Mahamid, alors il ne peut pas être Batel, même s'il est en petite quantité. Mais notre problème ici, il est résolu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas à faire un Issour. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est des bêtes, c'est fait avec des bêtes qui sont shroutées. D'accord? Donc, ils ne sont pas très fautes, qui sont kshérotes. Ces bêtes-là, une fois, en fait, et donc cette présure, peu importe comment ça s'élabore après industriellement, ils ont fait très attention, ça coûte très cher. Il faut savoir qu'une présure animale pas cachère, ça coûte 5 € le litre. En cachère, ça coûte 110 € le litre. OK? Parce que, bon, ils gagnent bien leur vie au Hachem, mais aussi parce que c'est très compliqué à faire, à réaliser de fait. Donc, cette présure-là, une fois qu'elle est faite, à partir d'une bête kshera. Donc, il n'y a pas de problème de issour, ce n'est pas un issour. Ce qui pourrait devenir un issour, c'est s'il y avait une tarovet entre cette présure qui est donc bassari, qui est de la viande, enfin,
qui est plus ou moins, qui est à cause du process. Alors, c'est compliqué, hein, juste une petite parenthèse, c'est que normalement, si on prenait juste la sécrétion elle-même de l'estomac, ce serait pas bichlal du issour. Pourquoi? Parce que pour la Gemara, c'est tranché, ça s'appelle pirsha be'alma. Une sécrétion, c'est pas nershav comme la bête elle-même, c'est juste comme du pipi de vache. Du pipi de vache, c'est pas nershav de la vache, donc il n'y a pas de problème de cache-croûte là-dessus. Donc, mais le problème, c'est que c'est en fait, industriellement, on mélange plusieurs estomacs, on fait cuire avec de l'eau pour extraire un maximum de sécrétion. Donc, en fait, là, ça va être bassari. Mais ça va être bassari, donc on va avoir une présure animale, kshera, mais bassarite, qu'on va mettre dans du lait. Ah, bassar bechalav. Ah, mais non, sauf que, comme c'est en toute petite quantité, en fait, il n'y a pas de tarovet qui est créé, donc il n'y a pas de issour qui est constitué. Comme il n'y a pas de issour constitué, c'est un éther qui est mis dans du éther. Et donc, même que c'est Mahamid, ça va pas être, ça portera pas à conséquence. Pourquoi? Parce que c'est pas un Issour qui est perçu sur le Mahamid, c'est que un éther. Et donc, comme c'est un éther, on n'a pas de problème de non-bitoul lié à Mahamid. Voilà, c'est très technique, mais c'est une souris intéressante que j'espère vous conseille de faire parce que c'est passionnant et c'est une grosse nafkamine à l'émasser. Bref. Reste la question, donc ça c'est pour ce qui concerne l'emprésurage du fromage. Ensuite, on a donc la sougia que j'ai mentionnée avant, de Nasioube de Khalba et de Mechalav, donc c'est le lactosérum ce qui coule. Alors il y a une marloquette dans les poskim, j'imagine que vous en parlerez au collège, c'est que il y a débat sur qu'est-ce qui, il y a marloquette dans les poskim même contemporain, Moshe Fenstein, sur quel est le din de ce Mechalav, de ce lactosérum, peu importe comment ça s'appelle dans la Gemara, peu importe si c'est Mechalav ou Nasioube de Khalba, je ne rentre pas là-dedans. En tout cas, cette sécrétion, est-ce qu'elle est née seret à titre de gvinatakum? Si donc elle n'est pas faite dans les conditions que j'ai décrites plus haut, mais qu'elle est faite avec un fromage qui ne serait pas cachère, est-ce qu'on a un problème sur ce lactosérum? Alors, c'est marqué, d'ailleurs, le Bedin de Paris qui est très marmire là-dessus. Ravel Fluid plus Mekil sur sa liste, ça fait beaucoup de débats, beaucoup de discussions en France sur les khumrot des uns et des autres. Bon, il faut savoir que c'est une très grosse khumra d'être au cerf le lactosérum. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le problème, c'est le Mahamid qui donc serait assourd, d'accord, puisque là on parle d'un fromage qui n'est pas fait, qui n'est pas cachère, en oubliant la notion de chalav akum, on met ça de côté. Donc le fromage, lui, il ne serait pas cachère. Le problème, c'est est-ce que la xéra de gvinat akum, qui concerne le Mahamid, qui n'est pas batel, et qui donc est au cerf la gvina, soit parce que lui-même n'est pas cachère, soit même dans le cas d'une présure synthétique, donc il n'y a pas de problème de cache-route, mais c'est un problème de gvinatakum puisque c'est un goy qui est emprésuré, et donc le fromage n'est pas cachère, les koulalma. La question c'est ce qui s'écoule, le lait, l'eau avec des protéines qui s'écoule de la fabrication de ce fromage, est-ce que il est né ça par le fait que le fromage, lui, il est assourd par la xéra. Moi, chez Fenstein, il dit que non, aucun rapport, puisque c'est que sur le fromage lui-même qu'il y a un problème. C'est que ce qui est retiré du fromage, donc l'eau qui s'écoule, ce lactosérum-là, en fait, jamais il a été né ça, puisque c'est que le fromage lui-même, ce qui est formé, qui est mis de caché grâce au Mahamid, qui a sur lui la gvinatakum. En aucun cas, ce qui s'est extrait, ce qui a fait qu'il puisse, en déduisant le lactosérum, puisse permettre de produire le fromage. En aucun cas, ce lactosérum, lui, soit né sar, michoum le fromage lui-même. Mon Rav Shlomo Zalman n'est pas d'accord. C'est une souga intéressante. Voilà, ça c'était pour la production du fromage lui-même. Ensuite, l'affinage. Alors, petite parenthèse, il y a moins intéressante au niveau des sougiotes, mais je vous en parle quand même, c'est qu'aujourd'hui, il manque un élément pour faire du fromage que je n'ai pas mentionné, c'est ce qu'on appelle les ferments lactiques. En fait, c'est quoi les ferments lactiques? C'est des bactéries qu'il y a naturellement dans le lait. Jusqu'à il y a 20 ans, il n'y avait pas besoin d'ajouter des ferments. Pourquoi? Parce qu'il y avait de toute façon plein de bactéries au Hachem. À l'époque, il y avait plein de virus, plein de bactéries de partout et personne ne craignait. Aujourd'hui, on a tout sanitarisé, on aseptise tout, on mange que du synthétique et du désinfectant, comment ils appellent ça, les gels hydroalcooliques. Du coup, il n'y a plus de bactéries, il n'y a plus rien. Et du coup, en fait, le fromage ne marche pas. On ne peut pas faire du fromage. Pourquoi? Parce que les vaches ne mangent que des trucs aseptisés. Et les champs sont désinfectés, il y a des pesticides, il n'y a plus rien de vivant il n'y a plus aucune saleté, malheureusement. Et donc, en fait, il n'y a plus rien qui marche. Pourquoi? Parce que le lait, il a besoin de ces bactéries-là pour marcher, pour acidifier, pour que la présure
enfin, que le fromage ne devienne pas juste du moisi, mais pour que ça devienne du bon moisi, il faut il y a plein de bactéries qui sont en concurrence dans le lait. L'acidité du lait qui était liée au ferment naturel permettait que ça fasse du fromage. Aujourd'hui, si on n'utilise pas ces ferments, ça ne fait pas du bon fromage. Donc, soit ça fait vraiment du mauvais fromage, soit carrément ça moisit. D'accord? Donc, on est obligé de rajouter artificiellement, on paye très cher des laboratoires pour remettre des bactéries qu'on a tuées grâce aux pesticides. Bref, donc on remet ces ferments. Ces ferments, c'est compliqué parce que en fait, il y en a plein, il y en a 600 plus de 600 qui existent sur le marché, qui sont utilisés par les producteurs. Et malheureusement, il y en a très peu qui existent. Donc, c'est fait principalement à base de lait. Or, il faudrait donc les faire à base de lait chamour si on est McPeed sur lait chamour. Or, ça, c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est des petites productions qui sont faites pour des très gros industriels. Ça demanderait de faire 600 ferments différents pour des fromages en petite quantité. C'est très difficile, on ne les trouve pas beaucoup. En fait, il faut savoir quand même que quand on creuse un peu le sujet, comme j'ai pu le faire, on se rend compte qu'en fait, la plupart des producteurs aujourd'hui de fromage ne sont pas McPedim là-dessus et ferment les yeux sur le caractère de Chalav Israël du ferment, ce qui est un vrai problème. Et quand on essaie de bien faire les choses comme moi, on est vraiment embêté parce qu'il y a plein de fromages qu'on a beaucoup de mal à faire pour trouver, parce qu'il faudrait trouver les ferments en Chalav Israël et c'est pas pachout du tout. Beketsu. Petite parenthèse, pas passionnante au niveau halakha, mais juste pour savoir bien de quoi c'est fait un fromage. Ensuite, donc on a dit une fois que le fromage est fermé, est formé, pardon, on va ce qu'on appelle affiner le fromage. Donc là, le formage du fromage, donc la mise en forme du fromage, ce qui est l'origine du mot fromage, donc une forme qu'on lui donne, une tsura, qu'on est Mahami d'auto, donc ça prend c'est fait dans la journée, d'accord, dans quelques heures. Après, il faut que le fromage continue à sécher, et selon le type de fromage qu'on va avoir, on ne va pas du tout avoir le même travail derrière. Ça s'appelle l'affinage. Donc, si on veut un fromage qui est frais, il va être très peu affiné, donc on va très peu le faire sécher. On va garder un fromage qui est avec plein d'humidité, et donc il va, par contre, pas vieillir beaucoup, d'accord, qui va être consommé plutôt frais. Un fromage qui va être dur, qui va tenir plusieurs mois, il faudra l'affiner plusieurs mois, il faudra le presser, c'est-à-dire les mettre dans des machines qui vont enlever un maximum d'humidité du fromage pour qu'il y ait bécard, le calcium du lait, plus des protéines et les matières grasses qui, eux, permettront au fromage de vieillir longtemps. Alors, je passe sur les techniques qu'il peut y avoir qui peuvent poser problème de cache-route, mais ce pas des passouillottes passionnantes. Donc, mais ça peut être compliqué, mais en gros, ce fromage-là, il va être nettoyé, salé souvent, pour éviter donc des problématiques de moisissure qu'il pourrait y avoir dans le fromage, qui vont permettre de garder un fromage sain qui va sécher. Alors là, donc on arrive au problème je crois que vous êtes en train de faire, de chez IA. En fait, il y a une notion qui a émergé, qui n'existe pas dans la Gemara, qui est est-ce qu'on doit attendre avant de manger de la viande, après avoir mangé du fromage? Alors, il y a deux catégories qui émergent. Il y a ce qu'on appelle Gvina Kasha et Gvina Raka. C'est des catégories qui émergent un peu dans les poskim tardifs. Et à vrai dire, tout le monde les utilise, mais en fait, personne ne sait très bien à quoi ça correspond. Donc, il y a plein de marlochtot sur chacun, comment il va définir ce qu'on appelle une vina kasha et une vina raka. En fait, ça va dépendre beaucoup du pshat qu'on fait inverse sur pourquoi on attend après la viande. Donc, ça, c'est une marloquette rishonim que je pense vous avez vu ou vous allez voir. L'onarir, parce que ça s'est rentré trop dans la souga, mais en gros, on va retenir chez nous. Après, il y a plein d'avis, hein, vraiment, il y a autant d'avis que de poskim, donc je ne vous pas, on va dire qu'un fromage qui va s'affiner plus de 3 mois, il y en a, même 6 mois, peu importe, on va dire que ça c'est ce qu'on appelle une gvina kasha. Pourquoi? La frontière est un peu floue, hein, mais de toute façon, en gros, ça veut dire qu'il y aura très peu d'eau et ça va être un fromage qui sera beaucoup plus puissant en goût, beaucoup plus concentré et beaucoup plus gras aussi en général. Gras, pas forcément en taux de matière grasse, mais gras en bouche. Ça veut dire qu'on sentira le gras puisqu'il y aura plus de concentration, puisqu'il y aura moins d'eau. Donc, c'est un fromage qui laissera plus de gras dans la bouche et qui aura un goût plus fort. Donc, ça dépend de comment on analyse la raison qui fait qu'on doit attendre entre la viande et le lait ou les produits lactés.
En fonction de ça, l'inverse, le symétrique entre du fromage caché et, et de la viande sera ou non jugé problématique en fonction de ces différents types de fromage. Je crois que j'ai fini mon exposé rapide sur la production du fromage. Si vous avez des questions, je suis ouvert aux questions. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. J'avais pas beaucoup de temps et je. Ouais, merci beaucoup déjà pour votre intervention. On va demander peut-être à quelques minutes pour les questions. Mais qu'est-ce que vous pensez de la gvina metoulat qu'on parle dans la Shulchan Aruch? Est-ce que c'est fréquent aujourd'hui? Moi, j'en prétends rien. Je n'ai pas goûté. À mon avis, il n'y en a pas qui est fait de kshera pour l'instant, mais en soi, bon, c'est un problème pas nouveau. C'est un problème sur. Les gens ont tendance à confondre ce qui les dégoûte parce que c'est leurs us et coutumes alimentaires et la cache-route. Il faut savoir que, bon, alors souvent quand on liste les animaux pas cachers, il y en a plein qui semblent un petit peu répugnants, mais c'est aussi beaucoup des habitudes. Je vous renverrai au célèbre Rambam dans le Pirush HaMishnayot sur quoi il faut dire, comment il dit la main sur la Mishnah, sur quoi on doit dire, sur les choukim. Il dit que sur les choukim, on doit pas dire que ça me dégoûte, j'ai pas envie, mais il dit Yafshi. IFC, juste on m'a demandé de ne pas le manger. Donc, c'est pas parce que ça nous semble dégoûtant que c'est assourd, même quand c'est assourd et dégoûtant. Des fois, ça peut être dégoûtant Non, et mais assourd. ma question, c'est est-ce que ça se trouve aujourd'hui, ça se crée aujourd'hui? On trouve cette gvinote avec les verres. Cachère, il y en a plein. Il y aurait moyen d'en faire en cachère. Je pense pas qu'il y ait un marché. Ouais, tu voudrais faire ça. Mais effectivement, si le fromage. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est en fait des verres. Il y a des fois, ça grouille de verre. Il faut savoir que c'est vraiment impressionnant. Mais c'est des verres qui viennent pas de l'extérieur, qui sont nés dans le fromage. Et donc, d'après les catégories classiques de la halakha des poskim des rishonim, en fait, c'est moutard. C'est moutard parce que comme un verre qui est né dans une pomme, eh ben, il est moutard parce qu'il n'avait jamais été choretz à l'extérieur. Donc, il n'y a pas de problème de cache-route. Bon, voilà. Maintenant, les fromages en tranches, comme on appelle en hébreu gvinat seuva, les fromages en tranches, on peut oui aussi les trouver par rapport à la tente. Qu'est-ce que c'est ça veut dire par rapport à la tente? Qu'est-ce que vous dites par rapport au camembert, par exemple? Fromage Les fromages en très tranches. affiné, c'est aller à l'étude dati. Faut vérifier d'abord au cas par cas pour savoir combien ils ont été affinés. C'est trop difficile de se mouiller. Mais ce qu'on trouve dans le commerce en Israël en tant que Gvinat Seuba, c'est à mon avis pas des fromages qui ont affiné longtemps. C'est encore très mou, très tendre. À mon avis, ça a quelques semaines d'affinage, pas beaucoup plus. Donc, à mon avis, c'est rachok de supposer que c'est des fromages qui ont affiné au moins 3 ou 6 mois, qui sont la norme plus ou moins mekoubelette, en tout cas dans le monde ashkénaze, pour dire que Ouais. c'est une gvina kasha. Mais est-ce que vous pensez que le fait que, par exemple, qu'un fromage en tranches, il a été il a été mis en paquet, quoi, il a été fait déjà le packaging, est-ce qu'ils ont mis quelque chose pour arrêter le processus de l'évolution du fromage? Ah, non, je ne pense pas. Par contre, on en revient au problème que j'ai mentionné tout au début, c'est qu'en fait, sur la différence entre les fromages au lait cru et les fromages au lait pasteurisé. En fait, si on pasteurise le lait, alors c'est comme il y a une Gouchal, en fait, une pasteurisation, une flash pasteurisation, c'est donc on fait monter à haute température, au-delà de 88 degrés, je crois, le lait ou le vin. En fait, ce qui se passe, c'est que donc, ça pasteurise, donc comme son nom l'indique, ben, en fait, ça tue toutes les bactéries. En fait, le lait n'est plus vivant, il n'y a plus rien de vivant dans le lait. Donc, en fait, les réactions chimiques qui vont faire l'évolution du fromage ou du vin sont extrêmement réduites et ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup bloquer les évolutions futures du produit. Ce qui fait que les produits industriels sont toujours pasteurisés pour que justement ils puissent bien se conserver, se garder, avoir une DLC longue en boutique et dans les emballages plastiques, le produit est mort, en fait, tout simplement, donc quasiment mort. Donc, en fait, ça tiendra bien, mais sans avoir besoin de rajouter quelque chose. En fait, tout ce qui pourrait faire des réactions chimiques ou des réactions juste liées aux bactéries, etc., de champignons ou de levures ou de bactéries, en fait, sont bloqués par la pasteurisation. Donc, il y a très peu d'évolution. Donc, en fait, ils sont un peu figés tels qu'ils étaient au départ. Et après, il n'y a que les réactions qui vont être maîtrisées complètement en usine qui vont se produire. Et donc, ça va, au fur et à mesure, juste moisir comme n'importe quel aliment.
mais il n'y a plus vraiment d'évolution qui se fera. Ce qui n'est pas le cas du lait cru, encore une fois, du lait cru ou du yaïn qui n'est pas meoujal. En fait, c'est reste entièrement vivant. C'est un produit qui est vivant avec plein de vivants dedans et qui va continuer à vivre longuement et que selon le travail qu'on va faire dessus, on va avoir une évolution qualitative ou non, mais c'est beaucoup plus aléatoire, beaucoup plus délicat et en tout cas, ça évolue de manière beaucoup plus marquée, ce qui n'est pas le cas dans le. Donc en fait, les Gvinotes, Ceuba et tous ces produits industriels sont des produits sur lesquels on a pasteurisé le lait. Et donc, en fait, il y a très peu d'évolution en fait, qui a lieu. Donc, il n'y a pas de raison. Je ne connais pas bien le monde industriel, encore une fois, mais il n'y a pas Ouais. besoin de supposer qu'ils aient rajouté du vernis dessus pour que. Non, mais donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'évolution du lait, donc ça ne va pas rentrer dans le Gvina qui reste 6 mois, qui a. Non, ça n'a aucun intérêt de le faire vieillir longtemps et c'est de l'HK d'argent déplacé qu'on n'avait pas de raison de supposer a priori. De quoi le camembert, c'est aussi la même chose en France? C'est très court. Ça se fait en 3 4 semaines. 3 4 semaines, et combien de temps il est conservé à peu près? Il peut être conservé un fromage. Selon qu'il est au lait cru ou pas, ça va tenir 1 mois ou 2 3 mois. Mais il n'arrivera jamais à 6 mois. Non. Mais de toute façon, même si on le garde, je ne crois pas, hein, mais il faudrait vérifier, il faudrait demander à quelqu'un, un Dayan. Maintenant, il ne me semble pas que, sous prétexte que je le garde au frigo pendant longtemps, c'est Nershav qu'il continue à être affiné pour, euh, pour, euh, pour devenir du Gvina Kasha. Ça demande des conditions très particulières. C'est marqué entre les poskim en Israël, même pour le Gvenat Souba, pour les fromages en tranche. Il y a des rabbinim qui tiennent étant donné que ça continue à, quelque part, à évoluer un petit peu, ils considèrent ça comme si que ça avait. Donc, ils considèrent ça comme si. Mais c'est rare, la vérité. La grande majorité pense qu'évidemment, comme vous avez dit, que c'est comme Gvina Raka, il n'y a pas de problème. Il y en a Ouais, c'est qui. Staber, parce que même si ça évolue, en fait, ça évolue pas de manière qualitative, ça se rapproche de la moisissure plus qu'autre chose. Donc, c'est pas quelque chose qui va être marchive le fromage et changer sa qualité pour en faire un fromage plus goûtu, plus dense et plus gras, etc. en bouche. Il faut voir, ça dépend les chitotes sur qu'est-ce qui fait qu'on doit attendre, mais je Ouais. vois pas bien la. Dernière petite question, après on va laisser peut-être 10 minutes de questions pour ceux qui veulent poser. Et comment ça se fait qu'on a des fromages qui ont des taux de matière grasse plus élevés que d'autres? Ça veut dire on ajoute ça manuellement ou c'est quelque chose qui est. Attendez, juste une petite seconde, j'ai bientôt Ramota, il faut que je mette un truc. Une seconde. Il y a des questions? Et alors juste par rapport avant de laisser la karaté, parce que ça va nous aider peut-être à comprendre tout ce sujet, par rapport aux matières grasses, comment ça se fait que des fromages, par exemple, vous avez des matières grasses plus élevées que d'autres? Selon le type de fromage qu'on va obtenir, on va, dans certains cas, dégraisser le lait. D'abord, il faut savoir que selon les types de vaches, le type de région où grandissent les vaches, est-ce que la saison, donc ce qui fait l'alimentation des vaches, ce qui est vrai dans des fromages qualitatifs et des fromages de région typiques, pas dans des fromages qui sont faits avec des vaches qui grandissent dans des hangars, mais selon leur alimentation, le lait est très différent. D'accord. Donc, ça va faire des grosses nafkaminotes entre, moi, je vois sur des fromages fermiers. Par exemple, le fromage n'est pas du tout le même en été qu'en hiver parce que tout simplement, en hiver, elles vont manger du foin. En été, elles vont manger de l'herbe. Ça ne va pas donner le taux de matière grasse sera très différent. Calvachomer, quand c'est des vaches d'élevage où en fait elles vont manger des grains ou des farines vaguement animales, on aura des différences de lait très marquées. Après ça, donc, et selon les variétés de vaches aussi, ça impacte énormément le type de lait. Donc, selon les vaches utilisées, ça ne donnera pas le même type de fromage. On n'aura pas la même qualité de fromage. Et dans les usines, c'est aussi la même chose pour les usines?
pour les grandes productions qu'on trouve au supermarché. Ouais, en général, c'est des vaches qui produisent beaucoup de lait en grosse quantité, mais en faible qualité, donc pas très grasses. Euh, En fait, donc on ne va pas tellement enlever de gras. Mais il y a quand même des fromages où on va écrémer le lait en partie, au moins pour avoir des taux plus attendus pour le type de fromage. Encore une fois, le fromage n'évoluera pas de la même manière selon le taux de matière grasse du lait. Donc, selon le type de fromage qu'on veut avoir, on va écrémer ou pas le lait. Donc, ça dépend vraiment de chaque fromage. Donc, des fois, on va faire vraiment des actions, on va dire, extérieures à la production. Ouais, pour écrémer Réellement rajouter. ou du beurre, on va enlever la crème avec lequel on peut faire du beurre, et on va avoir du lait moins gras, qui donnera un type de fromage qui correspond mieux au type de fromage qu'on veut faire. Et si on veut rajouter du gras, il y a aussi des fromages qu'on rajoute du gras? Non, je ne crois pas. Non. Il y a d'accord. Donc, combien de matière grasse à peu près dans un fromage normal? C'est naturel. Selon les types de fromage, entre 30 et 45, 50, 55 des fois. C'est vraiment des grosses. En fait, on fait que enlever, on ne rajoute jamais parce que c'est déjà très gras. Ouais. D'accord, maintenant on va laisser la parole avec quelques personnes, on va laisser 10 minutes jusqu'à 20h55. Okay. Après, il faut que j'y aille. Excusez-moi, juste ça vous dérange pas, excusez-moi. Je veux bien poser une question si c'est possible. C'est qui? Je m'appelle Mendel Karalou. Juste, j'ai une question un peu peut-être bête, mais j'aimerais comprendre physiquement c'est quoi la différence entre un fromage. Allô? Ouais, je vous entends. Entre un fromage pourri et un fromage qui se mange en fait, puisque on voit qu'il y a un processus un peu de. Très compliqué. La chimie est complexe. C'est vraiment trop technique. Moi, Ok. je suis en formation, donc je pourrais vous parler 2 heures de ça, mais Ouais. et encore, c'est toute une science chimique très, très spécifique, la science du lait. C'est extrêmement complexe. C'est vraiment simplement en fonction du taux d'acidité, du taux, de la qualité du lait, etc. Les bactéries qui se développeront et qui travailleront le lait pour le transformer en même. Donc, les conditions de température, d'acidité, etc., favoriseront telle ou telle réaction, développement de bactéries, et donc telle évolution. La moisissure, c'est une des évolutions possibles. C'est celle qu'on essaie d'éviter. Il y en a qui peut être des piqûres acétiques, etc. C'est un peu comme dans le vin. C'est un domaine très complexe au niveau chimique. Aujourd'hui seulement, on commence un petit peu à avoir des compréhensions plus poussées. D'abord, ça a été pendant des siècles et des millénaires, d'abord de l'expérience de terrain pour savoir comment on faisait pour que ça marche. Et c'est compliqué. Mais comprendre les mécanismes réels, c'est vraiment, vraiment compliqué, très compliqué. D'accord. Ok. Bon, il faut revenir alors. Rouven Atlan. Merci Rav. Rapidement, parce que j'avais 1000 questions, mais je vais essayer de synthétiser. Premièrement, pourquoi on ne dit pas qu'il y a une chazaka, que toutes les bêtes, elles ne sont pas très fortes? Parce que normalement, il y a une chazaka comme c'est qui existe dans la Gemara. On voit ça dans plusieurs endroits. Que dans un troupeau, ils font naître Bedavka avec des césariennes. La chazaka, elle tombe assez vite. Et les vaches, elles accouchent chaque année. Rachomer sur des animaux comme les chèvres et les brebis, ou Pachout, il n'y a pas de lait si elles n'accouchent pas. D'accord, les vaches, de toute façon, elles ont du lait. Les brebis et les chèvres, ça n'existe pas. Et si elles n'accouchent pas, elles n'ont pas de lait. Donc, chaque année, donc Pachout, on a une razaka qu'elles accouchent. Et si on sait qu'elles accouchent par césarienne, alors il y a un vrai problème de J'entends. Est-ce que ça existe de la présure avec du or akeva, qu'on est meyavesh 12 mois, qu'on est écrit dans la Gemara, dans Shulchan Aruch, que c'est Nirchav Ke'etz? Est-ce que ça existe? Pas à ma connaissance. D'accord. Dans l'histoire de la présure, même la présure qu'on utilise, la mode qu'on va dire qu'il n'y a pas de problème, que même si c'est Mahamid, alors c'est pas Batel. Pourquoi on ne dit pas. Donc on peut dire que oui, c'est Batel quand c'est moins de 1 shishim. Pourquoi on ne dit pas qu'il y a un principe, Mevatim sur les khatrila? Donc même moins de 1 shishim, les khatrila n'auraient pas le droit. Une bonne question, c'est trop technique, je ne peux pas répondre maintenant. Ok, d'accord. Le lactosérum, vous avez dit que c'est une khumra de Paris. En tout cas, c'est une khumra qui ne sont pas sommaires sur un Moshe Feinstein. Mais le lactosérum, même si on dit que lui-même, en soi, il n'est pas assourd, mais il cuit avec le fromage, qui lui est assourd, c'est vadaï. Non, la plupart des fromage ne font pas à chaud. Mais le lactosérum extra froid, tout le monde le permet. Même le Bedin de Paris, il le permet, le lactosérum extra froid. Ouais, mais le problème, c'est quand
pas comment c'est fait. Mais en fait, la cheddar, c'est très rare que c'est extra chaud. Je ne connais pas de fromagerie qui est extra chaud. Je sais que ça existe, mais je ne connais pas bien dans quel cas c'est imposé. D'accord. Et juste dernier point, Gvina Kasher, j'ai vu qu'il y a des poskim qui pensent qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Gvina Kasher Birlal. Exact. Mais Mazemechane, le processus d'affinage, il n'a pas changé depuis l'époque. Surtout en France, il y a des fromages qui sont des fromages AOP depuis des générations. Très longtemps. Je ne sais pas. On va renseigner Yvette, Rouven. Bon. Moi, j'ai juste une question, si possible, par rapport à la D'accord. mozzarella. Pourquoi on dit qu'il y a des problèmes avec la mozzarella de buffle, la di bufala? Pourquoi c'est si compliqué? Je n'ai pas compris la question. Il y a la mozzarella, généralement qu'on prend en classique, et aussi la di bufala de buffle. Ouais. Souvent, c'est très difficile de trouver en cachère, et je voulais savoir pourquoi. Et ça commence à se faire. Le marché, c'est tout simplement, ça coûte très cher. La mozzarella di bufala, c'est une appellation là-bas. Donc, il faut que ça soit fait en Italie. C'est des produits qualitatifs qui, en général, ne sont pas tellement industriels par définition. Donc, ça peut être fait, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que ça coûte cher et que les gens ne savent pas bien commercialiser ça. Ça demande, enfin, aujourd'hui, en France, par exemple, hein, en Israël, c'est un peu moins le cas, mais en France, il faut savoir que les fromages, ils sont vendus par des codes barres au milieu des bislis et des steaks hachés surgelés. Ils ne connaissent pas leurs produits, ils ne savent pas leurs produits. Ça, c'est vraiment des produits qui sont vendus dans le monde goy par des fromageries, par des fromages à découpe dans des épiceries ou même dans des supérettes. Vous avez des rayons de fromage où on vend du fromage à découpe. C'est très différent comme modèle. Ça permet beaucoup plus facilement de le commercialiser. C'est vraiment une des problématiques business qui font que c'est difficile. J'espère en janvier lancer une production de mozzarella di bufala, mais sans l'appellation, parce qu'il y a un éleveur en Alsace qui en fait. Il n'y a vraiment aucune problématique technique qui est difficile. Oui, bonsoir. Est-ce que c'est possible de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des fromages qu'on les laisse pendant 12 mois? J'ai pas compris. Est-ce qu'il y a des fromages aujourd'hui qu'il y a Yudbet Rodachim, 12 mois? Oui, il y a plein de fromages qu'on garde très longtemps, même des fois 2-3 ans. Non, mais ça veut dire que si nous, on veut, donc d'après Shukran Arouk, si c'est 12 mois, on doit attendre au moins 6 heures pour après manger de la viande. Alors, comment on peut savoir quand on achète du kasher? Comment on peut savoir? C'est ça la chez là. Il faut demander faut se renseigner sur le fromage en question. Il y a une brera. En gros, les fromages qu'on trouve dans le marché qui sont comme ça, c'est vraiment que des fromages qui sont très durs. En général, en France, par exemple, ça va être des fromages de type comté. En Italie, il y en a plus un peu partout, comme du Giano ou du Grana Padano, sont des fromages qui vont affiner au moins 1 an ou 2. Et le parmesan? Parmesan, c'est le parmigiano, c'est la même chose que du parmesan. Parmesan, en général, plus qu'1 an. Ouais. Donc, si on mange le matin, il faut attendre 6 heures. Voilà. J'ai compris. Monsieur Ravazan, dernière question, après on commence à présentation. Oui, donc bonsoir. Donc merci pour cet exposé très technique, mais moi j'aurais voulu qu'on revienne sur un sujet que vous avez passé très rapidement et sur lequel on étudie. C'est les deux termes, les deux terminologies de Nissioné de Halva et de Mechalav. Ouais, a priori, vous les avez un peu confondus rapidement. Qui est quoi? J'aurais voulu connaître c'est quoi ces gouttes qu'on trouve sur le fromage. Et voilà quoi, d'un point de vue pratique. Les gouttes, en général, c'est de l'eau qui s'égoutte, qui sort du fromage. C'est un peu comme. Maintenant, est-ce que je n'ai pas le temps maintenant de rentrer dans la sougia de Nasiouvé de Khalba et Mechalav? Qu'est-ce qui est quoi? C'est compliqué dans la c'est pas très clair. Moi, je me suis cantonné aux techniques. Sur le technique, quand on emprésure le fromage, il y a tout un liquide un peu jaunâtre qui est plein de protéines et plein de ce qu'on appelle du lait, très très riche, mais qui est en général jeté dans des productions comme les miennes que je fais. C'est donné à manger aux animaux. Parce que c'est bon, mais c'est pas rentabilisé. C'est utilisé que dans le monde industriel où on a des seuils de rentabilité qui sont atteints. Au niveau de la sougia elle-même de Mechalav, si vous voulez, on en reparlera une autre fois, mais là, j'ai pas du tout le temps. C'est vraiment une sougia compliquée.
Merci beaucoup, monsieur Nathan Benjamin, merci beaucoup. Vraiment, c'est très un plaisir de vous avoir parmi nous. Et ça nous a beaucoup rajouté, beaucoup appris. Et Bezrat Hashem, on va utiliser Bezrat Hashem, toutes ces notions-là pour continuer dans la Souga et dans la Smicha. Merci encore et à très bientôt en tout cas. Et Hatzlacha alors dans votre étude. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Merci, à bientôt si Dieu veut. Merci. Ok, alors tout le monde, Bezrat Hashem, maintenant nous allons commencer, nous allons continuer donc le shiur, nous allons prendre une semaine peut-être, on va remercier vraiment à monsieur Grandjean d'être venu, parce que c'est vraiment très gentil de sa part. Il a beaucoup de guides, beaucoup de travaux, pas beaucoup de temps. Il a fait pour nous, donc on va vraiment le remercier. Et donc on va partager l'écran et nous allons commencer le Siman Peitet. Et donc on y va. Donc on va